Bien. Alors, on va attaquer donc chapitre de trigonométrie. Bah, c'est parti, hein, on fait comme d'habitude, hein, cours, exercice. Okay. Un tableau à créer, je ne savais pas que ça existait encore. Tableau à créer. C'est bien, ça me manquait. Je préfère. Trigonométrie. Je pense à parler un peu fort peut-être aussi. Donc, dans un grand temps, on va faire quelques rappels. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont censées être sues depuis l'an dernier. Mais je pense que c'est mieux de faire un rappel. Alors, trigonométrie, en fait, c'est tout ce qui concerne, vous savez, le cosinus, le sinus. Et ici, on travaille essentiellement avec un objet. C'est le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique. Alors, le cercle trigonométrique, vous vous souvenez, c'est un cercle qui comporte à l'intérieur un repère orthonormé. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Il est toujours de rayon combien le cercle trigonométrique? Toujours de rayon? Toujours de rayon 1. Toujours. Donc ça veut dire qu'ici vous avez 1, moins 1, 1, moins 1. Le repère orthonormé, d'accord? Bon. Alors, il faut savoir aussi que tout nombre peut se placer sur le cercle trigonométrique. N'importe quel nombre correspond à une position sur le cercle trigonométrique. Il faut juste savoir placer les nombres sur le cercle trigo. Ça, c'est le plus important, c'est la base. Si vous ne savez pas faire ça, ça sert à rien de continuer. Alors, on fait comment pour placer un nombre sur le cercle trigo? Bon, déjà, une chose à savoir, c'est qu'un tour complet, ça correspond à quelle longueur? Un tour complet. Oui. 2π. Vous vous souvenez pourquoi? La formule du périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. Et vu que le rayon ici vaut 1, 2π fois 1, ça fait 2π. Donc un tour complet, c'est 2π. Donc ça veut dire qu'un demi-tour, c'est π. Un quart de tour, π sur 2, etc. etc. Ça, c'est la référence. Donc π un demi-tour, ou 2π un tour complet. Okay. Alors pour placer un nombre, si par exemple je veux placer le nombre π sur 2 sur le cercle trigo, on s'y prend comment? Il se situe où, π sur 2 sur le cercle trigo? Oui. Sur 1, l'axe des ordonnées. Donc tout en haut. Oui, tout à fait. Donc j'écris en rouge, parce que on voit. Π sur 2, il est là. Alors en fait, on fait comment pour le placer? On démarre toujours à l'extrémité droite, ici, toujours. C'est toujours le point de départ. Et ensuite, alors si le nombre est positif, on doit aller dans ce sens-là. Et s'il est négatif, on doit aller dans ce sens-là, parce qu'il y a un sens positif, un sens négatif. Et ensuite, je parcours une longueur égale au nombre. Donc π sur 2, je dois parcourir une longueur égale à π sur 2, c'est-à-dire un quart de tour. J'atterris ici. Si j'avais voulu placer moins π sur 2, ça aurait été où? Bah, en bas. La même chose, mais dans le sens négatif. Je parcours un quart de tour dans le sens négatif. Moins π sur 2. Si je veux placer π sur 4, ça va être où? Je dois parcourir une longueur égale à π sur 4, c'est-à-dire... Voilà, tout à fait. C'est la moitié d'un quart de tour, c'est-à-dire π sur 4, c'est un demi-tour partagé en 4. Donc j'atterris. Si je veux placer moins π sur 4, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Etc., etc. C'est comme ça qu'on place les nombres sur le cercle trigo. Ça va? Ça vous dit quelque chose tout ça? Donc, moi, je rappelle ça rapidement. Donc ça, c'est fondamental. Donc, Newton. Alors, placer
ce que je vais appeler A sur le cercle trigonométrique. Alors on part toujours du point de coordonnées 1, 0, c'est-à-dire l'extrémité droite. Et on parcourt une longueur A dans le sens positif si A est positif, dans le sens négatif si non. Donc le sens positif c'est celui-là. A est positif. Alors, attention, là j'ai dit on parcourt une longueur A. En fait, A, s'il est négatif, on ne peut pas parler de longueur égale à A. Ça sera moins à la longueur. On dit on prend la partie positive. C'est quoi la partie positive d'un nombre? On appelle ça comment? Donc si j'ai pi sur 2, je prends pi sur 2. Si j'ai moins pi sur 2, je dois prendre pi sur 2. C'est ce qu'on appelle la... Très bien, la valeur absolue. Donc en fait, longueur, valeur absolue de A. Petit détail. Alors j'aurais peut-être dû vous demander d'apporter votre compas, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire des cercles à main levée, ça ne me dérange pas. L'important c'est de comprendre comment ça marche. Comment? Ah, excusez-moi. Alors, je veux juste que tu t'arrêtes. Comme tu as deux en même temps, ça. Là, pardon. Là. Alors, exemple, cercle primo. Donc, je vais reprendre les mêmes exemples et puis dans l'exercice d'après, vous verrez donc d'autres valeurs. On ne va pas tout dévoiler maintenant. Voilà. Sachant que je rappelle qu'un tout, ça correspond à 2 pi. Et donc un demi-tour à pi. Alors, on va faire un exercice d'application rapidement. Comment placer des nombres sur le cercle primo. Donc, partie exercice.
Donc, je vais vous demander de placer sur le cercle trigonométrique certaines valeurs. Je vous conseille de faire au moins un cercle différent pour chaque question. Il y aura 1, 2, 3, un cercle trigo différent pour ne pas trop charger ne pas trop le surcharger, votre cercle trigo. Alors, voilà, je vous laisse faire tranquillement. Donc, placez ces nombres-là sur le cercle trigonométrique. Pause. Donc là, vous le faites. Mettez pause, réfléchissez. Après, on corrige. Alors, on va corriger. Donc, cercle trigo, alors la référence, c'est un tour complet, c'est 2pi, un demi-tour, c'est pi. Sens positif, sens négatif. Positif, négatif. Voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. Et on démarre toujours à l'extrémité droite. Voilà. Alors, pi. Oui. Bah ouais, tout à gauche. Hein, je parcours une longueur de pi dans le sens positif, un demi-tour dans le sens positif. Donc j'atterris ici. Voilà. D'accord. Ensuite, moins pi. Oui. Bah, au même endroit. Hein. En fait, je parcours la même longueur, mais dans l'autre sens. Un demi-tour dans l'autre sens, j'atterris au même endroit. Donc oui, je peux très bien avoir des nombres différents qui ont la même position. C'est normal, parce qu'en fait, j'ai enroulé les nombres réels autour du cercle. Donc il va y avoir des répétitions. Alors ensuite, 4pi. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, 4pi, c'est quoi concrètement? 4pi, c'est quoi, oui? C'est 2 tours dans le sens positif. C'est 2pi, encore 2pi. Donc j'atterris au point de départ. Tout à fait. Ensuite, moins 5pi. Allez, on va aller assez vite. Moins 5pi. Donc je vais dans le sens négatif parce que c'est négatif. Et je dois faire 5 fois pi. Pi, c'est un demi-tour. Donc 5 demi-tours dans le sens négatif. Oui? Oui. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. J'atterris tout à gauche. Alors, pi sur 6. Oui? Bah, on divise par 6 un demi-cercle. Tout à fait. C'est un angle de 30 degrés. Tout à fait. Alors, pi sur 6, c'est un demi-tour partagé en 6. Pi sur 6. Donc, je vais partager mon demi-tour, mon demi-cercle supérieur en 6. À peu près. Hein. Voilà mes partages. Et je vais en prendre un dans le sens positif. Pi sur 6, il va être là. Alors effectivement, en degrés, si vraiment on veut être précis, on peut prendre le rapporteur, faire 180 degrés divisé par 6, 30 degrés, donc c'est des angles de 30 degrés, effectivement. Et là, oui. Donc j'ai les tracés, tous ces tracés, et les 6 pas avant de donner ça. Non, on n'est pas obligé. Ça, c'est pour s'y retrouver. D'accord. Mais vous verrez de toute façon que le cercle trigo, c'est rare qu'on vous demande de le tracer sur votre feuille. En général, vous le faites au brouillon pour pouvoir raisonner dessus. C'est surtout un support, le cercle trigo. On va le voir de plus en plus.
Alors, moins pi sur 3, c'est le même principe, seulement je fais un partage en 3 et je vais dans le sens négatif. Donc en fait, alors je vais refaire un cercle pour pas que ce soit brouillon. C'est le demi-cercle inférieur que je partage en 3, donc c'est des angles de 60 degrés. Un, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Partage en 3. Et je dois prendre, donc moins pi sur 3, je vais dans le sens négatif, je prends une part dans le sens négatif. J'atterris ici. D'accord? Une part dans le sens négatif. Voilà où j'atterris. Ça va? Et bien on poursuit. 3 pi sur 2. Alors 3 pi sur 2, il est où? Oui? En dessous, sur l'axe moins 1. Tout à fait. Il est tout en bas. C'est-à-dire il va être ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, non, excuse-moi, c'est 3 pi sur 2. Pourquoi? 3 pi sur 2, on peut le voir comment? C'est 3 fois quoi? Pi sur 2. Pi sur 2, c'est quoi concrètement? C'est un quart de tour. Hein, c'est pi sur 2. Un demi-tour divisé par 2, c'est un quart de tour. Donc je dois faire 3 quarts de tour dans le sens positif. Autrement dit, 1, 2, 3. Et j'atterris bien en bas. Ok? Moins 7 pi sur 4, il faut le voir comment? Alors il faut le voir comme 7 fois pi sur 4. Je dois prendre 7 parts égales à pi sur 4 dans le sens négatif. Alors je vais déjà faire les partages en 4. Je fais les partages en 4. Hein. On est d'accord, pi sur 4, c'est partager les demi-tours en 4. Donc je vais le faire. Je vais refaire un cercle. Voilà. D'accord, j'ai fait des partages en 4 de chaque demi-tour, de chaque demi-cercle. Ça me donne ça. Et je dois prendre, alors je dois en prendre 7 dans le sens négatif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'atterris ici. Ça va ça? Ensuite, 4 pi sur 3, même principe. Je dois prendre 4 parts dans le sens positif. 4 parts égale à pi sur 3. Alors j'ai déjà des partages en 3. Oui, ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les partages en 3. Alors je dois en prendre 4 dans le sens positif. 1, 2, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. J'atterris ici. 4 pi sur 3. Ça va? 5 pi sur 6. Cette fois, je raisonne par rapport à des partages en 6. Alors, j'ai déjà ici des partages en 6. Je vais partager l'autre demi-cercle. Est-ce que j'ai besoin? Non, j'ai pas besoin. J'ai déjà des partages en 6. Je dois en prendre 5 dans le sens positif. 1, 2, 3, 4, 5. Il est ici. On poursuit. Alors, le 3, c'est le même principe, mais c'est des chiffres, c'est des nombres un peu plus grands. C'est tout. Mais c'est exactement le même principe. Alors, 13 pi sur 2. Bah, c'est pareil que 3 pi sur 2, mais j'en prends 13. Je dois prendre 13 quarts de tour dans le sens positif. Alors, c'est un peu long, 13. Alors, je pourrais m'amuser à compter un à un. C'est-à-dire, je vais prendre celui-là, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je compte le nombre de quarts de tour. Mais sinon, je peux aller plus vite. Je peux me dire, il m'en faut combien pour faire un tour complet avec pi sur 2? Il m'en faut combien? Avec pi sur 2. J'ai besoin d'en faire combien pour faire un tour complet? Il en faut 4, on est d'accord? Il en faut 4 pour faire un tour complet. Donc je peux aller de 4 en 4. C'est parti. 4, 8, 12 et 1, 13. 13 pi sur 2. Ça va ça? J'espère qu'on voit en rouge là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'écrire en rouge. J'espère. Ça va ça? De 4 en 4. Je peux aller de demi-tour en demi-tour. De 2 en 2. Parce que lorsque j'en fais 2, j'ai fait un demi-tour. Donc je peux faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. D'accord? C'est comme vous voulez. Tour complet ou en demi-tour pour gagner du temps, comme vous voulez. Alors ensuite,
19 pi sur 4, je dois prendre 19 parts égales à pi sur 4. Donc c'est pareil que moins 7 pi sur 4, hein, mais j'en prends 19 dans le sens positif. Alors mes partages en 4, ils sont là, je dois en prendre 19. Alors là, pareil, question, pour aller plus vite, je dois en faire combien pour faire un tour complet? 8. Vous le voyez tous, hein? Avec pi sur 4, il en faut 8 pour faire un tour complet. Donc je peux aller de 8 en 8. 8, 16, 17, 18. 17, 18, attendez voir. Ah oui, il y a celui-là aussi, attention. Ah, ça c'est pi sur 3, excusez-moi. Pi sur 4, il est là. 8, 16, 17, 18, 19. J'atterris. Voilà. Moins 23 pi sur 6. Alors, je dois prendre 23 parts égales à pi sur 6 dans le sens négatif. En partageant 6, j'ai déjà ici le début des partages. Voilà. Et partage en 6. Alors, je dois en prendre 23 dans le sens négatif. Il en faut combien pour faire un tour complet? 12. Donc, je peux aller de 12 en 12 pour aller très vite. Dans le sens négatif. 12, 24, mais j'en ai fait un de trop. Je reviens et je suis ici. Et une petite remarque, effectivement, la remarque de Lise-Marie qui est extrêmement intéressante. Une excellente remarque. Désolé. On va rajouter. J'atterris au même endroit que pi sur 6. Donc il existe des nombres différents qui ont la même position. C'est normal, hein, parce que je me répète, chaque tour on se répète. Et enfin, moins 16 pi sur 3, je vais en prendre 16 dans le sens négatif, avec des partages en 3, donc ici. Alors il en faut combien pour faire un tour complet? Pi sur 3, 6, c'est parti. 6, 12 et 1, 13, 14, 15, 16, ici. Moins 16 pi sur 3. Bon, allez, rapidement, je vous laisse 45 secondes pour placer 2020 pi sur 3. Où est-ce qu'il est ce nombre-là? 45 secondes. Et réfléchis. Alors, 2020 pi sur 3. Est-ce que vous avez réussi à trouver où il se situe sur le cercle Trigo? Sa position, oui? Moi, je l'ai mis à gauche. Tout à gauche. Ouais, mais t'as fait comment? Moi, c'est... Parce que je sais qu'il faut 6 pi sur 3 pour faire un tour. Il en faut 6 pour faire un tour. 6 comme c'est un chiffre pair, comme du Ouais. Alors, j'ai pas compris l'histoire. Comme c'est un chiffre pair, et alors? Enfin, si c'était un pair, ce serait une partie. Après, il y a deux possibilités. En tout cas, c'était bien parti. Il faut se demander combien de tours on a fait avec 2020 pi sur 3. Alors, il faut faire 2020 divisé par quoi? Par 6, puisque pour faire un tour complet, il en faut 6. Donc, il faut faire 2020 divisé par 6. En fait, il faut faire ce qu'on appelle la division euclidienne par 6. Dans 2020, il y a combien de fois 6? Alors là, il faut se servir de la calculette, peut-être. Combien? Donc, il y en a 336. 336. Donc, autrement dit, on fait 336 tours. Et il m'en reste combien de pi sur 3? Bah, il faut faire 336 fois 6 et l'ôter à 2020. Ça fait combien 336 fois 6? 2007. Il m'en reste donc 4. En fait, 2020 pi sur 3, qu'est-ce que je fais? Je fais 336 tours, donc des tours qui servent à rien. Je retombe sur mes pattes. Et je dois rajouter 4 pi sur 3. On dit c'est comme faire 4 pi sur 3 à la fin. Donc je suis là. 1, 2, 3, 4. Il est au même endroit que 4 pi sur 3. 2020 pi sur 3. D'accord? Voilà. Bon, on va passer à la suite.
Alors, vous reprenez le cahier de cours, s'il vous plaît. Alors, qui dit trigonométrie dit cosinus et sinus. C'est ça le but de la trigonométrie, c'est d'étudier le cosinus et le sinus. Alors, c'est quoi le rapport avec le cercle trigo? Normalement, vous avez vu ça l'an dernier. Vous avez un cercle trigonométrique, un nombre n'importe lequel, placé sur le cercle trigo, par exemple ici. Alors, on fait comment pour lire le cosinus et le sinus de ce nombre-là? On fait comment? Est-ce que vous vous souvenez? Il n'y en a qu'un qui s'en souvient? Sur le cercle trigo, ça correspond à quoi le cosinus et le sinus d'un nombre? Deux qui s'en souviennent? Bon. Alors. On regarde le chiffre qu'on a sur l'axe des ordonnées et le chiffre qu'on a sur l'axe des abscisses. Tout à fait. C'est une histoire d'abscisse et d'ordonnée. Alors lequel est lequel? Le cosinus, c'est l'abscisse ou l'ordonnée? Le cosinus, c'est l'abscisse horizontale. Et le sinus, c'est l'ordonnée. C'est à ça que ça va servir le repère orthonormé à l'intérieur. Ça sert à lire les cosinus et les sinus. Le cosinus de ce nombre-là, qui est placé sur le cercle trigo, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être pi sur 3, pi sur 5, n'importe quoi. Son cosinus, c'est son abscisse. Donc chez moi, là, c'est à peu près 0,6. Vous vous souvenez? Entre moins 1 et 1. Et le sinus, c'est l'ordonnée. Pareil, entre moins 1 et 1. Ça va dépendre de la position. Chez moi, ici, c'est à peu près 0,8. D'accord. Donc ce nombre-là, il a un cosinus environ égal à 0,6 et un sinus environ égal à 0,8. Donc il faut se souvenir de ça. C'est quoi le cosinus et le sinus d'un nombre? C'est tout simplement, respectivement, l'abscisse et l'ordonnée de sa position sur le cercle trigonométrique. Je ne sais pas s'il est là. Le cosinus sera à peu près combien ici? Si mon nom il se place ici. Cosinus, il vaut combien à peu près ici? Alors, cosinus c'est l'abscisse, ça fait à peu près moins 0,4. Je vais dans l'autre sens. Et le sinus à peu près? Oui, à peu près moins 0,8, moins 0,9. D'accord? Ça va? Ça, je sens qu'il faut qu'on l'écrive, hein, parce que c'est censé être su, ça. Hein. Voilà. Allez, donc dans le cours, définition. Soit un nombre A sur le cercle trigonométrique, il faut mettre trigo, on va aller vite. Le cosinus de A, c'est quoi? C'est l'abscisse. Et le sinus, c'est l'ordonnée. Alors, en fait, je devrais dire, c'est l'abscisse de la position du nombre A sur le cercle trigonométrique. Là, on va aller un peu vite. On va se permettre des approximations langagières.
Donc on va prendre par exemple deux nombres, vous les prenez à peu près comme moi. Ce sera peut-être pas tout à fait au même endroit, mais c'est pas grave. Deux nombres A et B, par exemple ici et ici, et on va lire graphiquement donc, les cosinus et sinus. Donc chez moi, le cosinus de A, apparemment, c'est à peu près 0,3, à peu près. Et le sinus, c'est à peu près moins 0,8, 0,8, 0,85 par là. Et les négatifs. Pour B, le cosinus, c'est à peu près moins 0,8, là pareil. Et le sinus, il a l'air de valoir à peu près 0,5. Donc c'est voilà, c'est approximatif, hein, c'est de la lecture graphique. Pour copier, et on va faire un exercice d'application. Alors, un exercice d'application, s'il n'y a pas de questions, c'est bon? Alors, compléter. Attention, sans calculatrice. Exact ou approché. Ça va dépendre des cas. Ouais, voilà, on va faire ça, les gens. Donc, je vous laisse quelques minutes. Moins de 5 minutes. Alors, on va corriger. Donc, en fait, là, il faut se servir à chaque fois du cercle trigo. On place les nombres et puis on lit graphiquement le cosinus et le sinus, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée. Alors, moins pi sur 2. Moins pi sur 2, vous le savez, c'est un quart de tour. Dans ce sens-là, il est là. Bah, il faut lire du coup le cosinus et le sinus. Donc ça, c'est moins pi sur 2. Le cosinus, c'est l'abscisse, donc ça va faire 0. Et le sinus, c'est l'ordonnée, ça va faire moins 1. Donc ça fait 0 moins 1 pour moins pi sur 2. 5 pi sur 2, il faut le placer. 5 quarts de tour. 1, 2, 3, 4, 5, il est là. Cosinus, 0. Sinus, 1. On est d'accord? 0, 1. Le nombre 0, il est où sur le cercle trigo? Oui? Attention, j'ai entendu au centre. Il ne faut pas confondre avec l'origine du repère.
Hein, il ne faut pas confondre le nombre 0 placé sur le cercle trigo avec l'origine du repère. En fait, les nombres, ils se placent sur le contour. Ce 0-là, ce n'est pas un nombre placé sur le cercle trigo. C'est l'origine du repère pour lire justement les abscisses et les ordonnées des positions. Et ne pas le confondre avec la position 0. Elle est où la position 0? La position du nombre 0 sur le cercle trigo. Oui? Bah, tout à droite en fait. Je pars de là et je ne bouge pas. Donc 0, il est là. Et ne pas confondre ce 0 avec ce 0-là. Attention. Hein, c'est ça qui peut embrouiller les élèves. 0, il est là. Alors, c'est ce point-là. Il faut lire l'abscisse ordonnée. Donc cosinus 1, sinus 0. Donc 1, 0. Moins 7 pi. Donc 7 demi-tours dans le sens négatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cosinus moins 1, sinus 0. Pi sur 3, alors c'est un demi-tour partagé en 3. Déjà. Bah là, par contre, ça va être de la lecture approchée. Le cosinus à peu près 0,5 chez moi. Le sinus assez proche de 1, 0,9, 0,8. D'accord? À peu près 0,85. 3 pi sur 4, partage en 4. Un, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Je suis là. 3 pi sur 4. Cosinus, à peu près chez moi, moins 0,7. Sinus, à peu près 0,7. Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une grimace. 3 pi sur 4. Il est là? Non? Je fais des partages en 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui. 3 pi sur 4. Donc le cosinus et le sinus, à peu près moins 0,7, 0,8. Pareil pour le sinus, 0,7, 0,8. Bon, apparemment, pour 3 pi sur 4, j'ai une égalité en valeur absolue du cos et du sin. Euro 75, un peu. Bon, et puis là, vous êtes censé me poser une question. Vous êtes censé me faire une remarque, me poser une question à ce moment-là. Laquelle? Non? Vous n'avez pas de question? Tout va bien comme ça? Changer les valeurs, c'est-à-dire Mettre des valeurs exactes sur Raster, pi sur 3 et 3 pi sur 4. Oui, en fait, c'est ça l'idée. C'est que, effectivement, c'est quand même pas terrible d'avoir des valeurs approchées. Parce que la lecture graphique, c'est pas une bonne chose. C'est bien pour avoir une idée, mais par contre, on n'est pas sûr du résultat exact. Ce qui serait bien, c'est d'être sûr, c'est d'avoir en fait le cosinus et le sinus exact de, par exemple, pi sur 3, 3 pi sur 4, etc. D'accord? Alors, on ne connaît pas les valeurs exactes de tous les nombres, pour tous les nombres, mais il y en a certains pour qui on connaît les valeurs exactes. Et normalement, vous les avez vues en seconde. C'est ce qu'on appelle les valeurs remarquables. Les valeurs remarquables. Alors, vous êtes censé connaître les cosinus, les valeurs exactes des cosinus et des sinus, en particulier de 3 valeurs remarquables. C'est quoi les valeurs remarquables? Oui? C'est pas un racine de 3 sur 2. Oui, ça c'est les valeurs. Mais je veux dire les nombres. Les nombres, est-ce que c'est pi sur 7? Est-ce que c'est... Oui? Pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Ah bien. Ça, c'est les valeurs remarquables que vous devez connaître. Vous devez connaître leur cosinus et leur sinus. Alors, pour pi sur 6, vous vous en souvenez? Bon, je vous les donne rapidement, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Parce que normalement, on est censé vous dire comment faire pour les trouver, etc., etc. Mais ça, normalement, ça a dû être fait en seconde. Moi, je fais un rappel. Là. Pour pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 et 1 demi pour le sinus. Pour pi sur 3, c'est la même chose, mais inversée.
c'est-à-dire le cosinus de l'un et sinus de l'autre. On dit ça fait 1 demi racine de 3 sur 2. Et pour pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 pour le cos et pour le sin. D'accord? On va écrire ça dans le cours, il faut les connaître par cœur. Je sais pas, vous les tatouez sur votre bras, vous les collez sur le mur de votre chambre, mais voilà, vous trouvez un moyen de les retenir. C'est ce qu'on appelle les valeurs remarquables. C'est comme les identités remarquables. Il faut les connaître par cœur et puis les remarquer, justement. C'est fait pour. Racine de 3 sur 2, c'est assez proche de 1. Pi sur 6, c'est 30 degrés. C'est à peu près là. On voit bien que le cos est proche de 1. Alors que le sin, on voit bien qu'il fait 1,5. Pour pi sur 3, je vous ai dit, c'est inversé. On le voit bien sur le cercle trigo. Pi sur 3, il est là. En fait, je vois bien ce qui se passe. Le cosinus de l'un et le sinus de l'autre. C'est inversé. Donc 1 demi, racine de 3 sur 2. Et pi sur 4, il a la particularité, vu que c'est la bisectrice, il a la particularité d'avoir un cosinus égal au sinus. Et les valeurs exactes, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, à peu près 0,7 à peu près. Donc à connaître par cœur. Et sinon, il y a bien sûr les valeurs dites triviales. Triviales, ça veut dire évidentes. Comme par exemple pi sur 2, pi. Mais ça, c'est les valeurs faciles. Pourquoi? Parce que ça correspond à une extrémité sur le cercle trigo. Là, là, là ou là. Et du coup, on lit facilement les coordonnées, le cosinus et le sinus. D'accord? C'est des valeurs triviales. Et ben, on va faire un exercice d'application. Je vais se recopier tranquillement. Alors, sans calculatrice, de toute manière, elle ne sert à rien la calculatrice. Parce que la calculatrice, elle vous donne les valeurs approchées. Donc, sans calculatrice, et cette fois, je veux les valeurs exactes cette fois.
Voilà, je vous laisse faire, je vous laisse y réfléchir. Donc les valeurs exactes du cosinus et du sinus pour chacune de ces valeurs. Alors, on va corriger. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est de placer à chaque fois le nombre sur le cercle trigo. Et puis en fait, de comparer avec la valeur remarquable en question. Pour 5pi sur 4, on va raisonner par rapport à quelle valeur remarquable? Oui, pi sur 4. Parce qu'en fait, il va y avoir des histoires de symétrie. Le mieux, pour voir clair, c'est de placer déjà le nombre sur le cercle trigo. Alors, je place 5pi sur 4. Donc, je les partage en 4. Alors, 5pi sur 4, il est où? Donc là, j'ai pi sur 4. 5pi sur 4, on va prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il est là. Alors, il ne faut pas lire la valeur approchée. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est comparer avec celle de pi sur 4. Parce que là, le cosinus et le sinus exact de pi sur 4, je les connais. C'est des valeurs remarquables. Je sais que c'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 aussi. Donc il suffit de comparer. Je vois bien que le cosinus de 5pi sur 4, il est comment par rapport à celui de pi sur 4? Il est comment? Il est à l'opposé. Il est opposé. Donc moins racine de 2 sur 2. De même, le sinus de 5pi sur 4, je vois bien qu'il est opposé à celui de pi sur 4 que je connais bien. Donc ça fait moins racine de 2 sur 2. Résultat des courses, ça donne moins racine de 2 sur 2 et encore moins racine de 2 sur 2 pour 5pi sur 4. Pour moins 9pi sur 4, même principe, il faut déjà le placer. Alors 4, 8, 9, j'atterris ici. Là pareil, il faut comparer le cosinus et le sinus de moins 9pi sur 4 avec celui de pi sur 4. Avec ceux de pi sur 4 que je connais bien. Alors le cosinus, je vois bien que quoi? Ils sont égaux. Et les sinus, par contre, ils sont opposés. Donc pour moins 9pi sur 4, le cosinus c'est racine de 2 sur 2, alors que le sinus c'est moins racine de 2 sur 2. Est-ce que vous avez compris? En fait, il y a des histoires de symétrie qui s'opèrent. Pour des raisons de symétrie, j'obtiens plus ou moins le cosinus et le sinus de la valeur remarquable pi sur 4. Si je m'étais retrouvé ici, quel aurait été le cosinus et le sinus? Quels auraient été? Cosinus. Moins racine de 2 sur 2 et le sinus aurait été le même, racine de 2 sur 2. Vous voyez, il y a des symétries qui s'opèrent. Et bien en fait, pour 8pi sur 3, c'est le même principe, mais par rapport à quelle valeur remarquable? Pi sur 3, voilà. Donc on va vite. Donc pi sur 3. Je fais les partages en 3. Oula, c'est un peu comme un cochon. 1. Attention, ça ne fait pas partie du partage. 1, 2, 3. Je vais faire ça plus proprement. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Alors je place moins 8pi sur 3. Non, 8pi sur 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'atterris ici. Alors, le cosinus et le sinus, il ne faut pas dire de valeur approchée, il faut comparer avec celle de pi sur 3 que je connais bien. Le cosinus de pi sur 3, je le connais bien, valeur remarquable, je sais que ça fait 1,5. Le sinus de pi sur 3, je connais bien, je sais que ça fait racine de 3 sur 2. Donc pour pi sur 3, ça me fait moins 1,5 pour le cosinus, racine de 3 sur 2 pour le sinus. Pareil, des symétries. Moins 17pi sur 3, il faut le placer. Alors je vais de 6 en 6 pour faire un tour complet.
6, 12, 18, et j'en enlève un, j'atterris ici. Bah là, c'est pas dur parce que c'est au même endroit que le pi sur 3. Donc 1 demi racine de 3 sur 2. Et enfin, avec 11 pi sur 6, bah, je fais des partages par rapport à pi sur 6. Je vais raisonner par rapport à la valeur remarquable pi sur 6. Voilà, des partages en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je dois placer 11 pi sur 6. 6. Voilà, il est là. Je compare avec le cos et le signe de pi sur 6 que je connais bien. Je sais que le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Il a le même que celui de 11 pi sur 6. En revanche, leurs sinus, ils sont opposés. Donc, moins 1 demi. Résultat des courses, racine de 3 sur 2, moins 1 demi. Est-ce que ça va, ça? Lise-Marie? Oui? Tiens. Ça va? 8 pi sur 3. Ah bah si. Si, parce que normalement c'est 1 demi, je reprends. 8 pi sur 3, il est là. Moins 1 demi pour le cosinus. Racine de 3 sur 2 pour le sinus. Oui, tout à fait. Oui. C'était bien sûr fait. Bon, ça va, ça vous... En 2 secondes, ça. Mais il faut bien le maîtriser pour pouvoir passer à la suite. Alors, dans le cours, on va avancer un petit peu. C'est bientôt la fin, mais on va quand même écrire une petite partie dans le cours. Alors, on n'aura pas le temps de tout faire, hein, je pense, donc il faut que j'aille à l'essentiel, les connaissances fondamentales pour l'an prochain. Donc, on va déjà commencer par voir les dérivées des fonctions cosinus de x et sinus de x. Hein, comme beaucoup de fonctions, elles ont des dérivées, je vais vous donner leur formule. Propriété. Alors, la dérivée de la fonction cosinus. En fait, ce qui est marrant avec cosinus et sinus, c'est que la dérivée de l'une, c'est l'autre au signe près. Autrement dit, c'est plus ou moins l'autre. C'est comme ça, il faut les apprendre. La dérivée de cosinus, ça sera moins sinus de x. La dérivée de sinus, ça sera cosinus de x. Alors c'est pareil, hein, vous les tatouez sur votre bras, votre dos, votre cuisse, votre cheville. Voilà, vous la collez sur le mur de votre chambre. Vous les collez sur le mur de votre chambre. Au choix. Alors, un exemple de calcul de dérivée avec ces formules.
On va calculer la dérivée avec cette fonction. Moins 6 cos de x plus 8x. Alors, on va calculer la dérivée. Bon, ici, ça fonctionne comment? J'ai affaire à une somme, donc je dérive le premier morceau plus la dérivée du deuxième morceau. Le premier morceau, c'est moins 6 fois une fonction. Donc, je vais faire moins 6 fois la dérivée. Moins 6 fois la dérivée de quoi? La dérivée de cosinus de x. D'après mes formules, c'est quoi? Moins sinus de x. Donc ça va donner moins 6 fois moins sinus de x. On est d'accord? Moins 6 fois moins sinus de x. Plus la dérivée de 8x. Ça va, c'est classique. Dérivée de 8x. 8, hein. 8 fois 1. Dérivée de x, c'est 1, 8 fois 1. On arrange un petit peu ça. Qu'est-ce que ça donne comme résultat final? Réduit, simplifié. 6 sinus de x. Voilà, un exemple de calcul de dérivée qui utilise cette formule. Bon, je vous donne un petit exercice d'application à faire, de calcul de dérivée, à faire pour la semaine prochaine. À faire pour la semaine prochaine. Et on corrigera donc. Alors, cos carré de x, c'est pareil que cos de x fois cos de x. Qu'est-ce qui est au carré? C'est le cosinus qui est au carré. Voilà. Vous ferez ça donc pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Donc le cours est fini.